mal aux pieds, moi. Hein. C'est encore loin. Loulou, où tu nous mènes là? C'est une surprise, Macaille. Tu vas voir, tu vas être contente. Contente? Coucourde, oui, d'avoir mis les bottines neuves. Elles sont belles, mais elles ne sont pas de cette lieu. Ouh là là, qu'est-ce qu'il me fait faire là? Bon, Loulou, tu pourrais pas nous télétransporter directement en 2012? Oh, mais c'est trop facile, hein. Et puis c'est moins romantique. Admire-moi ce paysage, qu'on se dirait dans un tableau. Ouais, ben, le peintre, il était peut-être pas obligé de mettre des cailloux pointus tout le long du chemin. L'art, ça te profite pas quand t'as les pieds gonfles. Loulou. Loulou. S'il te plaît. Bon, allez, je vois que tu es en souffrance. Allez, accroche-toi. Tiens-toi bien, hein. C'est parti. Ah, ça valait le coup de marcher. Cette coupole, c'est un endroit magique. J'ai plus mal aux pieds. Plus du tout. Regarde-la bien cette coupole, parce que plus jamais tu la verras comme ça. Hein. Me dis pas qu'ils vont la raser. Qui est rasée, ils vont lui refaire une beauté. C'est qu'elle revient de loin cette tour. Hein. Assuré. Mais et de loin, comment? Enfin, je veux dire, un siècle, ça fait combien? Là, un moulon. Hein. Là, il faudrait s'en référer à un spécialiste. Ah, je connais un Italien. Je vais le faire parler français. Un Italien ou ça? Derrière toi. Oh, tu as fait peur. Oh, mais non, je vais te le faire apparaître. Le consulat au Moyen-Âge est un système qu'on pourrait définir oligarchique, c'est-à-dire le pouvoir était tenu dans les mains d'un petit groupe de familles, des familles qui pouvaient avoir un niveau politique ou un niveau économique considérable. Les familles aristocratiques de l'île, les familles seigneuriales, manifestaient leur pouvoir aussi bien dans la pratique économique que dans la manifestation d'un style de vie particulier. Et ce style de vie était avant tout manifesté par leur résidence. La famille aristocratique de base au Moyen-Âge, surtout dans un espace méditerranéen, réside dans une tour. Dans les milieux urbains, la tour était aussi bien un moyen de défense militaire qu'un objet de supériorité sociale. La tour d'argent représente, dans ce contexte, l'habitat typique d'une grande famille seigneuriale de cette époque. C'était à partir de cette tour que les familles seigneuriales pouvaient organiser leur action politique. Une action politique qui, tout au long du XIIIe siècle, se dirige contre les autorités ecclésiastiques. Avant que ne débute la réhabilitation de ce vaste ensemble de bâtiments qui doit accueillir un pôle culturel, la municipalité avait souhaité que soit réalisée une étude archéologique. Les recherches réalisées par le service d'archéologie du département de Vaucluse devaient permettre d'analyser l'architecture originelle des bâtiments et de comprendre leur évolution au cours des différentes périodes de leur histoire. Parallèlement à une redéfinition du cadre historique, les données archéologiques issues des recherches de terrain ont permis d'avancer dans la compréhension des dispositions originelles de la tour, qui par la qualité de sa mise en œuvre reste l'édifice le plus exceptionnel de l'îlot. Les dimensions de cette construction massive de plan carré atteignent près de 12 mètres de côté sur plus de 20 mètres de hauteur. Elle fut entièrement construite en moyen appareil de pierre de taille dont le parement en façade fut taillé en bossage semi-rustique. En dépit de modifications tardives, l'édifice s'impose encore par une certaine austérité voulue lors de sa conception. L'espace intérieur de la tour se divise actuellement en 3 niveaux de hauteur variable comprenant un rez-de-chaussée et 2 étages supérieurs séparés par des planchers 19e. Seul le dernier niveau se démarque par la présence d'une remarquable coupole d'origine dont les lignes s'opposent radicalement à la sobriété architecturale recherchée en façade. Cette coupole octogonale, composée d'un moyen appareil de pierre de taille, se trouve aujourd'hui dans un état de conservation remarquable. Ces voûtes, séparées de nervures simples, se déploient à partir d'une clé annulaire saillante de plus d'1 mètre de diamètre.
L'ensemble retombe sur une corniche moulurée, au-dessus de laquelle les recherches ont permis de remettre au jour une frise au décor sculpté. C'est justement par cet élément décoratif qui s'apparente à une frise parcourant l'extrémité haute de la chapelle de Romane de Velorgue ou le chevet de l'église du Thor que l'on peut replacer plus précisément la construction de la tour au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. Ensuite, 4 grandes trompes couvertes d'un axe cintré à double rouleau permettent au voûtement de s'adapter au plan carré de la tour. Alors, ces recherches archéologiques ont permis de franchir une étape décisive vers la connaissance de ce site exceptionnel qui constitue pour la ville un enjeu et un atout patrimonial majeur. Alors, ici, nous nous trouvons dans la cour de l'immeuble dit Montcochin, un terme qui désigne le nom de dernier propriétaire ayant occupé les lieux. Mais cet immeuble Montcochin n'est rien d'autre qu'un hôtel particulier de la fin de la période médiévale et du début de l'époque moderne. Son véritable nom est celui d'hôtel de Brancas-Villars. C'est d'ailleurs dans ces lieux qu'à partir du XVIIe siècle sera aménagée la fameuse auberge de la Tour d'Argent qui sera en activité jusqu'au début du XXe siècle. Il faut essayer de comprendre en filigrane quelles sont les parties de cet immeuble qui ont été détruites au cours des âges. Alors, il y a eu un certain nombre de grandes restructurations, notamment à l'extrême fin du XVIIIe siècle, par la surélévation de ce bâtiment, avec une maçonnerie de qualité extrêmement médiocre. Donc, ces surélévations de la fin du XVIIIe siècle ont été associées un peu plus tard, au tout début du XIXe siècle, par la démolition d'une très belle cage d'escalier à vis, qu'on voit d'ailleurs encore dans les documents anciens, dans le cadastre napoléonien. Et cette cage d'escalier, qui était placée hors d'œuvre, a été rasée, si bien que maintenant, on voit une sorte d'obturation de l'emplacement de cette ancienne cage d'escalier. Il y a une tradition des artisans plâtriers à Lille. On sait très bien qu'au XIVe siècle, par exemple, les gipiers de Lille fournissent tous les chantiers pontificaux, et notamment le chantier du Palais des Papes. Donc, cette tradition et cette maîtrise de l'art de la gypserie se traduit un peu plus tard, donc à la fin du XVe au début du XVIe siècle, dans la réalisation de ces fenêtres qu'on a pu retrouver au cours de l'étude. Mais l'utilisation de ce matériau, on la voit aussi dans la réalisation d'un magnifique plafond en plâtre, daté à peu près de la même période, qui se situe dans une pièce voisine de cet immeuble Montcochin ou de cet hôtel de Brancas-Villars. Ce plafond vient d'être inscrit à l'inventaire des monuments historiques, composé de 2 registres décoratifs, disposés en alternance, où on voit une succession d'entrelacs de type gothique placés entre les solives, c'est-à-dire les petites poutres qui composent ce plancher. Alors, c'est une découverte exceptionnelle qui a été effectuée entre 2002 et 2010 parce qu'il y a très peu d'exemples de ces plafonds de gypserie si anciens. Bouli, mais on est dans le Lido. Oh mon Dieu, tous les souvenirs. Oh, TV, tiens encore les murs, ils te transpirent les années 60, hein? Oui, avec un peu d'eczéma quand même. Hein. Quand tu penses qu'ici, ça a été un cinéma, un théâtre, un café. Tu te rappelles des combats de boxe et le dancing. Tu t'en souviens du dancing? Bordine que je m'en souviens, dit, on venait gâcher tous les dimanches, Ah Loulou. oui, même que les mamans elles se mettaient sur les banquettes pour surveiller leurs filles. Dommage qu'il n'y ait plus que nous pour témoigner. Hein. Il y aurait des témoins aujourd'hui, ils en auraient des choses à dire. Hein. Me dis, Loulou, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ah, moi, je suis sûre qu'il y a encore des vivants et des vivantes qui se feraient un plaisir de venir témoigner. Hein. Mais tiens, je te les fais apparaître. Attends, Loulou, je peux essayer? Oui, tu veux, hein? Tu peux toujours essayer. Ça me fait un peu bizarre de revenir dans cette salle que j'ai quittée depuis déjà plus de 50 ans. J'ai commencé à 16 ans. 16 ans, j'ai appris le métier d'opérateur projectionniste. Dans cette salle, j'ai passé une partie de ma jeunesse. Pas dans la salle exactement, dans le derrière de la salle, puisque comme je travaillais, j'étais derrière les lucarnes que vous voyez. Je suis natif du Thor, petit village à côté de Lieu-sur-Sorgue. Et je suis venu à l'occasion en 1944 à l'école Benoît. Et je venais avec les collègues, lycéens ou non, souvent dans les après-midi au cinéma ici. Parce qu'à l'époque, on était jeunes. Je n'avais pas encore l'autorisation, on ne se permettait pas d'aller danser. Au cinéma, on y est venu plus tôt. Quand on commence à pouvoir aller au cinéma seul, le dimanche après-midi, il y a un plaisir extraordinaire, c'est enfin de pouvoir être au parterre.
c'est une autre position. C'est être avec les jeunes qui sont là, puisque le parterre, c'est les jeunes, c'est aussi les copains, c'est aussi le bruit, les remarques sur le film, les réactions. Donc, il y a des fois de la parole, des rires, des coups de coude. Et donc, je me souviens très bien que la patronne du cinéma, qui était là elle-même, rentrait à l'orchestre, donc au parterre, avec une lampe de poche. Madame Meyer. Madame Meyer, c'est un nom absolument remarquable quand même pour une patronne de cinéma, Madame Meyer. Et elle rentrait en criant des choses du genre je vais faire évacuer la salle, arrêtez. Et parce que Madame Meyer, c'est une femme qui savait bien gérer et elle se faisait respecter. Elle était âgée, elle n'avait pas peur de parler clair aux jeunes. C'est elle qui s'occupait de tout, c'est-à-dire qu'elle faisait les programmations. Les programmations, les réservations, elle allait chercher les sacs de films qui se retrouvaient dans des boîtes métalliques, comme maintenant. Moi, quand j'arrivais, les sacs étaient en bas, je le montais à la cabine, je préparais les appareils. Donc il y avait des séances le jeudi, il y avait la séance du samedi soir, qui avait lieu en même temps que la soirée du samedi soir en bas au Lido. Et après, il y avait projection du film du dimanche, dimanche et dimanche soir. Alors il y avait curieusement spécifique à l'Île-sur-Sorgue des films le lundi, qui était le film du dimanche, que l'on pouvait voir en rattrapage le lundi, je dirais, parce que, bon, voilà, c'est une ville où il y a le marché du dimanche et où les commerçants ferment le lundi. Les jeunes allaient plutôt se cacher un peu dans les balcons pour passer des moments un peu agréables. Avant la séance, que la séance se termine, je descendais, comme c'était un peu gratuit, on nous laissait rentrer la dame. Donc on venait finir à quelques petits rocks ou quelques petits slows là pour finir l'après-midi, quoi. C'est un endroit qui a été quand même très convivial parce qu'il y avait la jeunesse, les personnes plus âgées. Puis le cinéma était couplé avec le rez-de-chaussée qui était une salle de danse, le Lido. Je venais danser en 53, 52, 53, mais je le connaissais d'avant, mais je ne venais pas, j'étais jeune encore. Alors de temps en temps, je venais le soir, j'avais une tante, elle me sortait avec une cousine. Et tous les dimanches, quand je pouvais, je venais danser, faire 2 ou 3 danses. Nous étions contents de nous retrouver avec quelques bons orchestres les après-midi, comme tels que Jean-Pierre Guirand ou Claude Normand ou les Anges Blancs. Ah, l'ambiance du Lido, il y avait du monde, surtout le soir. Certains dansaient très très bien et toute cette belle jeunesse attirait beaucoup de jeunes filles de tous les environs. Ce n'était pas que les Lilloises qui venaient ici, le Lido était très très fréquenté. Et je venais seule en bicyclette, de Velorgue. Au début, je venais en vélo de Velorgue, j'habitais Velorgue, et donc je venais en vélo. Je venais en vélo. Ensuite, comme les jeunes de la campagne, on a eu la mobilette, et on venait en mobilette, on se la faisait garder par le père Trinidad. Un groupe de collègues, on venait du Thor en bicyclette. Et j'ai laissé la bicyclette, là il y avait un monsieur qui gardait les bicyclettes. Même ceux de Cavaillon, des alentours venaient, parce que bon, Jean-Pierre Guirand, il amenait beaucoup de monde, c'était un des orchestres les plus renommés de la région, et quand il venait, c'était... Même comme c'était trop petit pour accueillir tous ces jeunes gens, donc je vous dis, on dansait même dans le hall. Là. Beaucoup de collègues venaient au Lido, mais moi pas tellement, parce que je n'avais pas toujours la permission. Et les mamans, elles étaient assises là-bas, surtout tout le long, là, tout le long. Tout le long. Nous, on s'assoyait un peu ici, les jeunes, les mamans là-bas. Comme ça, regardez, si tu arrivais, vous voyez, de là en face. Tu voyais arriver de là. Tiens, tu avais mal allure, toi, tu étais avec les jeunes, là, tiens. Attendez, elles venaient toutes les mamans là, puis on trichait, je vous dis, il fallait qu'on s'asse pas aux toilettes pour pas dire d'où on venait. Je peux dire que j'ai que des bons souvenirs de ce Lido, où on a passé de très bons moments, on a eu des bons collègues, des bonnes copines, et c'est très, très bons souvenirs. Et alors, quand il y avait cela, on était contents parce qu'on s'asseyait toutes là sur la banquette et puis on attendait qu'on vienne nous chercher, quoi. En 1956, comme mon père était très impliqué dans la société des jouteurs lillois, mes frères aussi, enfin nous étions tous, j'ai eu l'autorisation, sans trop de problèmes, de me présenter à l'élection des reines. Alors monsieur André m'avait dit, vous ne voulez pas vous présenter aux reines? Ben, j'ai dit pourquoi pas. C'est là que je me suis présentée et puis voilà, c'était en 1953.
Le soir de l'élection, nous étions présentés sur la scène du cinéma en haut. Toutes les personnes qui étaient venues au cinéma avaient un bulletin pour voter. Et ensuite, nous étions présentés ici, au Lido. Ici, on faisait l'élection et après, on allait danser avec le bal de la reine à la salle des fêtes. Il y avait 2 reines, une pour la barque bleue et une pour la barque rouge. On s'est trouvé 12 filles. 12 filles. Et on a pris les photos chez M. Hérisson. Alors après, quand ces photos, on a été un peu en vitrine chez M. Hérisson, et puis après, on les a toutes épinglées là. En robe décolletée, on passait du cinéma à la salle du Lido par ces grands escaliers dehors. Mais on ne sentait pas le froid tellement nous étions dans l'ambiance. Et vous savez ce que c'est, hein? Alors là, quand j'ai été élue reine, oh là là, mon Dieu, je me rappelle, j'étais là, ici, Madame Jeannette, l'orchestre, un beau bouquet de fleurs. Après, j'avais les jeunes qui venaient me chercher à danser. Après, on est monté au café, là, oui, là, à côté. Alors là, ça a été le champagne, enfin. Et puis, on a eu beaucoup de cadeaux. Quand on a donné les résultats, un moment d'émotion très forte, de joie, je me souviens de quelques larmes, difficiles à retenir. Nous, on avait fait le tour du bassin, à cette époque. On représentait l'Isle-sur-Sorgue, donc on était quand même assez fiers, peut-être. Je crois que c'est le mot qu'il faut employer. J'avais 20 ans. Vous voyez un peu, hein? Ça a été vraiment une année de bonheur. Ah, ça a été des beaux souvenirs, voilà. Ah, ça en fait des souvenirs, hein? Ouh. Oh, qu'est-ce que j'aimerais que ça revive ici, comme quand on était jeunes et beaux, t'as vu? Ça date, hein? 1921, la première fois qu'on a joué ici. Eh oui. Mais tu sais, Malilou, on est pas mal encore, hein? C'est vrai. Oh, mais alors, qu'est-ce que j'aimerais remonter sur la scène? Et je crois que tu n'es pas la seule, hein? Les Lillois d'aujourd'hui, ils aimeraient me faire des choses. Des idées, ils en ont. C'est pas ça qui manque. Je m'appelle Julien, j'ai 21 ans, je suis de Lille. J'aime le cinéma, la musique. D'ailleurs, je suis musicien dans un groupe qui s'appelle Black Oxygen. Alors, je m'appelle Caroline, j'habite à L'Isle-sur-la-Sorgue. J'aime beaucoup la musique, la culture en général, le théâtre, le cinéma. Moi, j'adore les concerts, j'adore faire de la musique. Et c'est vrai que s'il y avait un bâtiment qui pouvait accueillir des gens pour pouvoir s'épanouir à ce niveau-là, ça serait bien. J'aimerais bien qu'il y ait un cinéma, un espace de culture où on puisse aller voir un spectacle, un concert, une expo, même aller boire un coup n'importe quand, sans devoir aller courir à droite à gauche pour trouver un cinéma ailleurs. C'est vrai que là, pour le coup, on est obligé d'aller à Cavaillon. Et je pense que c'est vraiment un manque qu'il y a dans la ville. Franchement, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment un espace culturel cinéma. Cet art est une association qui réunit environ 200 citoyens et artistes qui militent depuis plusieurs années pour la création d'un centre culturel en centre-ville. Les différentes manifestations artistiques que nous avons organisées depuis 3 ans nous ont montré qu'il existe une réelle attente du public en matière de culture. Le rôle d'un pôle culturel dans une ville comme la nôtre, c'est bien sûr d'être un lieu de plaisir, mais c'est aussi un lieu qui va permettre une évolution intellectuelle de chacun. Des spectacles qui éduquent, des spectacles qui bousculent les idées préconçues, donc des spectacles aussi qui bouleversent et qui dérangent parfois, parce que c'est aussi ça la fonction de l'art. Ce lieu sera aussi, on l'espère, utilisé pour des cafés littéraires, pour rencontrer des réalisateurs ou des acteurs qui viendraient présenter un film. Dans le contexte de la Tour d'Argent, un cinéma, ici, ce sera d'abord des films qui seront des sorties, c'est-à-dire des films que, pour le moment, on est obligé d'aller voir à Avignon, voir Cavaillon, Carpentras, et un cinéma permanent. Ce serait également une salle ouverte aux formations artistiques locales, qui pourraient être professionnelles ou en formation amateur. Et concernant la programmation,
faudrait tout d'abord qu'elle soit en résonance avec les autres axes du centre culturel, c'est-à-dire le cinéma et les arts plastiques. Qu'un animateur, donc pas juste un exploitant, propose des aiguillages entre un invité, par exemple, et d'autres activités. Ces passerelles vont donner une sorte d'énergie vitale pour relier tous ces éléments entre eux, que le cinéma ne soit pas juste un lieu de consommation de cinéma. Là se développerait vraiment un tissu culturel fort qui, je pense, ferait que les gens y adhéreraient forcément. L'idéal pour nous, ce serait un lieu géré par un amoureux de l'art et de la culture, qui aurait une vision d'ensemble de ce lieu de vie au sein d'une mairie, d'une ville qui aurait une politique culturelle dynamique et éclairée. Et tout ceci pour nous permettre d'avoir une vie culturelle intéressante, plus lucide, plus engagée, une vie citoyenne au cœur de la ville. Et vive la culture! Boudi, on est dehors là. Hein? Mais oui. Mais on n'est pas dans la cour Montcochin là? Mais oui. Et qu'est-ce que c'est cabello? D'où ça sort? Ah ça c'est un tour de magie. C'est parce que les travaux vont commencer. Ah. Et c'est pas un capet, c'est un casque de chantier. Et ça protège la tête. Ah mais nous on n'en a pas besoin, nous on est des fantômes. Malilou, je te rappelle que pour passer inaperçu, il faut se plier aux règles de l'époque dans laquelle on a atterri. Alors on est sur un chantier, tu mets le casque, le règlement, c'est le règlement. Bon d'accord, je le mets. Voilà. Ouh, dis, il y a du boulot là, hein. Et par quoi il va commencer ce chantier, tu le sais toi? Bien sûr que je le sais, mais je connais un expert qui peut en parler mieux que moi. Encore un expert? Eh bien dites, monsieur Louis Larquet, vous avez un sacré carnet d'adresses, hein? Pour mieux vous servir, madame Louise Larquet. Tiens, ne bouge pas, je te le fais apparaître. Alors j'ai le plaisir de me trouver au cœur de l'îlot de la Tour d'Argent, sur cette scène, pour parler de ce projet ambitieux mais néanmoins réaliste que la ville va conduire en ces lieux. Alors c'est un lieu chargé d'histoire où beaucoup de l'histoire locale, l'histoire de l'Île-sur-la-Sorgue, mais aussi des environs, s'est inscrite et s'est écrite au fil du temps. Et c'est que tardivement, fin 19e, 20e siècle, que ce lieu a été dédié à la production artistique. Donc là, je suis sur la scène d'une salle qui sera une nouvelle salle dans la vie des Lillois dans quelques années, 2014-2015. Une salle qui va permettre d'accueillir de nombreux visiteurs, de nombreux spectateurs. Ce lieu est magique et je crois que toute personne qui pénètre dans ces murs est consciente que il se passe quelque chose, il y a un poids de l'histoire et puis il y a une âme dans ce lieu. Et devenu maire, pour moi, il était absolument évident qu'il fallait conduire un projet d'une nature patrimoniale et culturelle dans ce lieu. On dit toujours qu'un théâtre, c'est l'âme d'une ville. Alors situé là où il est dans cette ville, c'est quelque chose de formidable. C'est rare qu'on pense aujourd'hui à construire des théâtres au centre-ville. Et pourtant, quand on dit que c'est l'âme, c'est là qu'il faut les mettre. Donc la scène nationale, c'est un lieu de création, c'est un lieu qui sert plutôt à la création contemporaine. On y voit de la danse, on y voit du théâtre, on y voit des arts indisciplinaires, comme on les appelle, des arts plus difficiles à classer. Il y a une grande attention qui est portée également au jeune public. Et là-bas, à Cavaillon, le plateau est immense, il y a une grande jauge, on peut mettre beaucoup de monde dans cette salle, c'est un très grand plateau. Et ici, au contraire, on aura un lieu exactement complémentaire, idéalement complémentaire, j'ai envie de dire. Et si la scène nationale peut avoir le bonheur de participer à cette aventure, pour elle, ça sera très essentiel parce qu'elle a développé depuis plusieurs années un vrai travail de territoire. La démocratisation culturelle, c'est l'outil. Donc on va dire que la Tour d'Argent sera un outil de démocratisation culturelle. Mais là où ça va devenir passionnant, encore plus, c'est quand les gens vont s'emparer de cela. C'est-à-dire quand les gens vont s'emparer de cet acte démocratique qui est effectivement quelque chose de très essentiel dans leur quotidien. Le citoyen, il faut qu'il soit traversé par des œuvres d'art pour être critique à l'égard du monde dans lequel il vit. Et c'est parce qu'il est critique à l'égard du monde dans lequel il vit qu'un citoyen est riche et il enrichit la vie de la cité. Donc un théâtre au cœur d'une cité comme celle de l'Île-sur-Sorgue, ça va révolutionner complètement, tout en l'inscrivant dans son histoire. Et donc on a pris à bras-le-corps tout l'avancement d'un projet par des études archéologiques, par des études historiques, par un travail très important sur une programmation culturelle dans ces lieux. Et puis le déroulé, ça a été de choisir une maîtrise d'œuvre, donc des architectes, des spécialistes, après une procédure d'appel d'offres. Et là, j'ai la grande satisfaction, à ce jour, de
tournage de ces images, de voir en fait des réalisations concrètes, c'est-à-dire ce choix de la maîtrise d'œuvre va conduire rapidement à un projet qui va être le projet qui sera réalisé au fil du temps, parce que c'est un projet long, c'est un projet qui a un coût et qui doit être compatible avec les deniers de la collectivité, même si des aides ont été sollicitées et seront accordées. Mais voilà, on est au point de départ d'une grande aventure entre ce lieu et les Lillois. Nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire pour ce projet. Nous avons réuni 3 cabinets d'architectes. L'équipe s'est entourée également de spécialistes, de bureaux d'études, d'un scénographe qui étudiera plus particulièrement tout ce qui concerne la partie technique du théâtre et du cinéma, et un bureau d'études spécialisé dans la structure et en particulier la structure du bâtiment patrimonial. Ce projet de la Tour d'Argent est un projet qui comporte de nombreux enjeux. Effectivement, il a d'une part l'aspect de l'îlot patrimonial au sein d'un centre ancien qu'il convient de redynamiser, qu'il convient de réaffecter en un projet culturel, ce qui est un enjeu déjà extrêmement intéressant. Mais plus que ça, il va falloir, par le biais de cette restauration et de cette réaffectation, obtenir aussi un équipement culturel, mais aussi un équipement technique, en l'occurrence la salle de cinéma et la salle de spectacle, qui nécessitent une étude technique très particulière et très poussée. Le planning prévu donc, pour les études, c'est le développement de tout ce qui est esquisse et avant-projet jusqu'à la fin mars, début avril de cette année, donc nous sommes en plein dans cette phase-là de précision et d'avancement du programme. À l'issue donc de cette première échéance, le projet va être développé tout au cours de l'année 2012 pour développer finalement le dossier de consultation des entreprises qui verra le jour vraisemblablement au printemps 2013, de manière à démarrer le chantier pour une durée estimée à 1 an pour l'instant concernant la première tranche, à partir donc de juillet 2013 et une fin de travaux prévisible pour l'été 2014. Donc ce projet de l'îlot de la Tour d'Argent, avec la création de ces 2 salles, c'est un projet d'ampleur, à vocation culturelle et je le redis, patrimoniale, qui a pour un objectif. Un objectif, c'est d'animer cette ville, c'est d'avoir une offre culturelle diversifiée. On a déjà des offres dans d'autres domaines et on peut parler de Campredon, centre d'art, mais là un lieu véritablement où les spectacles d'art vivant pourront se dérouler, un lieu de cinéma aussi. Je suis un partisan résolu d'une culture qui puisse s'offrir au plus grand nombre, car la culture, c'est même en période de difficulté, de crise, c'est un élément majeur dans la vie des citoyens et je crois même de développement économique pour notre ville. Il faut qu'absolument que soit inscrit dans l'esprit de nos habitants et de nos visiteurs ce fort potentiel d'attractivité culturelle et patrimoniale de ce site et plus largement de la ville de L'Isle-sur-la-Sorgue. Alors, heureuse? Elle t'a plu ma surprise? Pardine, qu'elle m'a plu ta surprise. Je suis encore toute estrasinée. Tu crois qu'on reviendra? Pardine, faudrait voir qu'on revienne pas. J'ai même une idée, on va reprendre notre ancien numéro. Pas l'arbalète? Si, cette fois j'aurai plus de temps pour travailler. Oh, la dernière fois, je te rappelle que tu as loupé la pomme, mais j'ai pas envie de finir en compote. Oh, Lilou! Oh, commence pas, Loulou, hein?